m'appelle André Mahéro, j'ai 84 ans. Évidemment, à l'époque, j'avais une quinzaine d'années, 16 ans, et j'ai été souvent réquisitionné, nous étions souvent réquisitionnés par les Allemands, justement pour boucher les trous de bombes que faisait l'aviation anglaise et l'aviation américaine sur l'école de l'air de Salon qui était occupée. À cet effet, ils avaient construit, pour protéger leurs avions et pas les laisser uniquement sur le camp, ils avaient construit ces espèces d'alvéoles, ces espèces de garages sans toiture dans lesquels ils glissaient leurs bombardiers qu'ils amenaient sur le camp. Et bombardiers également avions de chasse. Mais à la fin de la guerre, donc dans les années 44, un peu avant la libération, et comme ils n'avaient plus d'avions, ils avaient mis à l'intérieur des leurres. Ils avaient fabriqué en bois de faux avions avec du bois, du contreplaqué, du carton, passé au camouflage, pour faire croire que vu du ciel, ils possédaient encore des escadrilles importantes, alors qu'il n'en était rien. Je vois que depuis, les bombes en bois que je vais vous raconter ont dû certainement pousser, puisqu'il y avait un grand pain à la place qui n'était pas à l'époque. Un jour, donc, nous étions là, et avec un ami, je vous raconte toute l'histoire, oui. Avec un ami, on avait donc réquisitionné pour boucher des trous, et avec cet ami, je le vois se cacher derrière justement des parois comme ça, avec une carte d'état-major. Il me dit, il me fait signe de la main, pas de bruit, il me dit, j'ai confiance en toi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis en train de tracer sur cette carte le peu de batteries qui restent, c'est donc quelques mois avant la libération, les peu de batteries qui restent sur l'école de l'air, mitrailleuses et canons, et également signaler aux avions et à l'armée américaine et anglaise que les avions qui voient du ciel ne sont pas des avions, mais ce sont royalement des factices, des trucs fabriqués en carton et en bois pour y faire croire qu'ils ont toujours une grande flotte d'aviation. Alors il me dit, tu vas me rendre un service, j'ai une carte, tu la glisseras dans ta chaussette pour la sortir de l'école de l'air, de la base, et on va leur dire que ce qu'ils voient du haut du ciel, c'est du matin, c'est pas des avions. Alors effectivement, on a tracé sur cette carte les emplacements que vous voyez derrière moi, là, certains qui sont là, d'autres qui sont un peu plus loin, et avec leur signal dessus que ce qu'ils voyaient, c'était du bois. Et quelques jours après, on a eu la surprise, alors que j'étais de nouveau réquisitionné pour boucher les fameux trous de bombes que faisaient les Anglais et les Américains sur le camp, j'ai eu la surprise d'assister à une alerte. C'est ce jour-là d'ailleurs qu'on s'est mis dans un trou de bombe, les avions sont arrivés, c'était des avions de chasse anglais, on a vu très bien les cocardes, on voyait même les pilotes, et qui a rasement passé. Et il a peu d'artillerie allemande tirée dessus à mitrailleuse et à canon, mais il y en avait très peu. Et ils portaient un nuage de poussière, des nuages de poussière en volant, mais pas de bruit de bombe. On a été surpris, il était caché dans un trou qu'avaient fait les bombes américaines. On a sorti la tête après l'alarme, comme il disait. Et qu'est-ce qu'on a vu? Par terre, des bombes en bois, avec, comble de l'humour britannique, écrit dessus, wood for wood, bois pour bois. Et à ce moment-là, il s'est souvenu à mon ami que c'était les fameuses cartes d'état-major qu'on avait envoyées en Angleterre, signalant le nombre d'avions qui leur restaient et les bombes en bois et les leurs qu'ils avaient clashées. Ils avaient donc répondu bombes en bois pour leurs en bois. André, quelle a été la réaction des Allemands quand ils ont vu que des bombes étaient tombées sur le terrain d'aviation? Il faut reconnaître qu'il ne fallait pas trop les chatouiller, pas trop leur en parler. C'était surtout parce que là, je pensais qu'on avait été mal reçus. Et de plus, ils avaient su, avec mon ami, que c'était nous qui avions envoyé les cartes d'état-major en Angleterre, en leur expliquant que c'était des leurres en bois et qu'ils avaient bombardé avec des bombes en bois, je pense qu'ils n'auraient pas apprécié du tout. Ils ne sont peut-être pas en train de vous raconter cette histoire. Il y avait que quelques mitrailleuses du coin qui crachaient, et un ou deux canons qui crachaient dans le coin, mais il n'y avait pas grand-chose. C'est après qu'ils pouffaient d'orage, surtout quand ils ont trouvé les bombes en bois par terre. Alors là, nous on souriait, mais la mine était... Ils avaient bien pensé que quelqu'un les avait trahis, et que quelqu'un avait raconté leur histoire des leurs, quoi. On s'est bien gardé d'en parler, même à nos proches amis.
Cette histoire, nous l'avons racontée après la libération, quand les Américains nous ont libérés, c'est-à-dire quelques mois après. Mais c'est bien gardé d'en parler avant, même avec mon ami, on se tenait quoi de ne pas en parler. D'ailleurs, c'était la période de la guerre, une période de la guerre dans laquelle on avait des amis, mais tout le monde se méfiait de tout le monde. Ces fameuses bombes, est-ce que vous pouvez nous les décrire, à quoi elles ressemblaient? Parce qu'il y a quelque chose d'étonnant, un largage de bombes en bois, d'avions en vitesse, en altitude, les bombes auraient dû éclater pour la plupart, non? Oh, mais ils ont bombardé de très bas, les Anglais. C'était des gars qui étaient vraiment, ils bombardaient de bas. Hein. Ils faisaient presque du rasomote, ils arrivaient, ils bombardaient de bas. Les bombes en bois sont à peu près ce que vous m'avez montré. Ça avait la forme, on avait l'impression que ça avait été taillé avec un taille-crayon géant devant et des ailettes en fer derrière qui les soutenaient. Une longueur de 50 à 60 cm environ. D'accord. Et il y en avait eu pas mal? Ah, il y en avait pas mal, hein. Je ne me souviens pas le nombre d'avions, je vous dirais qu'on était dans notre trou de bombes camouflées, quand on regardait le ciel, quand on voyait la poussière, mais on ne se rappelle pas. Ce que je me souviens absolument, c'est avoir vu à un moment donné un avion anglais passer presque en rase-motte, j'avais même vu le pilote à l'intérieur. L'enquête sur l'affaire des bombes en bois commence pour moi à Lesquin, ma ville natale, dont l'enfance fut marquée par l'histoire du terrain d'aviation. Travaillant sur un projet de livre pour le compte de l'association Ancien Aérodrome, j'avais rencontré plusieurs témoins qui évoquaient cette histoire et j'étais curieux de vérifier s'il s'agissait d'un mythe ou d'une réalité. Le recours au bois dans la tromperie militaire est aussi vieux que l'art de la guerre. Déjà durant la Première Guerre mondiale, des anecdotes avaient circulé sur des histoires de projectiles en bois largués sur des leurres d'avions ennemis. Mais c'est sans conteste, durant la Seconde Guerre mondiale, que cette anecdote allait faire florès. J'écris pour l'instant un bouquin sur l'histoire locale, ici à Mechelen. Un bouquin qui retrace un petit peu l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu la chance de ne pas la connaître, mais ce qui fait que je n'ai pas des sources premières, ce qui fait que j'ai été interviewé à peu près 60 personnes qui ont connu la guerre directement. Et 2 de ces 60 personnes m'ont raconté une histoire incroyable, à savoir que les Allemands, lorsqu'ils sont arrivés ici chez nous en Belgique, ils ont récupéré un terrain d'aviation que l'armée belge avait construit, ici tout près à Petit, à 5 km, et ils en avaient fait un terrain factice, un faux terrain d'aviation, sur lequel ils avaient monté 7 à 8 avions en bois, afin de leurrer les bombardements alliés. Je trouvais ça un peu saugrenu, mais ils avaient l'air sûrs d'eux-mêmes, ce qui fait que j'ai été réinterviewé et il y en a un qui m'a dit oui, tout à fait, je confirme, même qu'un jour, nous avons donc transmis cette information à Londres et la Royal Air Force est venue bombarder ces avions en bois, donc avec des bombes en bois. Alors là, j'étais tout à fait estomaqué, je me dis qu'est-ce que c'est ça pour une histoire? Pourquoi est-ce que la Royal Air Force irait donc bombarder des avions en bois qui n'ont aucune valeur stratégique? Un des 2 résistants m'a même fait remarquer que lors de ces bombardements, quelqu'un de petit avait emporté une bombe en bois chez lui. Et les seules réactions que j'ai eues, ce sont les réactions des spécialistes, des cercles d'histoire locaux, qui m'ont dit que c'était de la foutaise, c'était de la connerie, et que je ne devais pas passer mon temps à rechercher des histoires pareilles. J'étais coincé parce que, malgré tout le respect que je dois donc à ces gens-là qui ont passé leur vie à raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas vécu, en général. Et de l'autre côté, j'avais 2 témoins directs qui avaient vu des choses et qui travaillaient pendant 4 ans dans la résistance. Je me suis posé la question qui pouvait me renseigner et j'ai décidé de contacter la Royal Air Force à Londres, qui m'a très gentiment envoyé promener.
En guise de démystification du sujet, le site américain Snopes s'est contenté de faire en 2005 la critique d'une unique anecdote rapportée en 1941 par le journaliste William Shirer, qui répétait lui-même une information non sourcée. Outre que l'auteur de l'article, fondateur de Snopes, David Michelson, pose comme postulat que la répétition de cette histoire avec des variantes durant la Seconde Guerre mondiale serait forcément le marqueur d'une fable historique, ce dernier ajoute: nous n'avons pas encore trouvé de source documentant ou fournissant des détails plus spécifiques sur un tel événement. Pourtant, nous lui avions écrit à 3 reprises en 2008 et 2009 pour lui demander de modifier le statut de son article en fonction des éléments nouveaux que nous lui apportions. Ce dernier n'a jamais rien modifié, ni même daigné nous répondre. Alors, l'affaire des bombes en bois, vous en aviez eu connaissance dans votre jeunesse, Oui, à Vitry. oui. Donc, il y avait eu le témoignage de cet agriculteur blessé, tué par Ouais. une bombe en bois qu'il Ouais. avait reçu sur la C'est tête. ça la tête, ouais. Par la suite, vous avez donc été dans l'armée de l'air, Oui, vous êtes devenu officier, oui, puis historien, oui. et vous avez été intéressé, tenté d'aborder le sujet des bombes en bois. Ouais, à plusieurs reprises, mais enfin les gens, les Anglais d'ailleurs, ils m'ont toujours rayonné quand je parlais de ça, quoi. Enfin, puisque on est jumelé avec la Royal Air Force Association, parce que je suis président de l'amicale des anciens de l'armée de l'air, et ils m'ont dit c'est faux, c'est pas possible. Il n'y a qu'un mécanicien anglais qui a osé m'en parler, m'a dit je suis au courant de cette histoire-là. Ça se mettait quand il y avait un bombardement, les mécaniciens surtout, ils étaient toujours prêts à faire des farces pour les Allemands, quoi. Comme le groupe Lorraine en mettait casse-croûte pour Hitler sur la bombe. Voilà. Et ces bombes en bois, mais c'était pas des bombardements, uniquement des bombes en bois. C'est un seul mécanicien de la Royal Air Force qui a osé me parler de ça, quoi. Donc vous avez eu l'impression que c'était un sujet un peu tabou. C'était un sujet tabou pour eux, quoi. Pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi, parce que ils estimaient que des missions de bombardement, c'était pas fait pour des bombes en bois, quoi. C'est ce qu'ils disaient, quoi. Ça faisait pas sérieux. Ça faisait pas sérieux, quoi, c'est ça. Et vous m'aviez pas dit que vous aviez eu l'occasion d'en voir une de bombe en Ah bois? oui, j'en ai vu une, là, j'en ai vu une. C'était du côté de, je sais plus si c'était Iselle ou Kerry-la-Motte. J'ai vu une de ces bombes, et puis bon, bah, j'ai regardé ça, sans plus, quoi. Elle était où, cette bombe? Bah, elle était du côté des avions en bois. Elle était du côté des avions en bois. Et elle ressemblait à quoi? À une bombe pratiquement comme des bombes. Combien de kilos? Bah, je l'ai soulevée et on a rigolé, quoi. On était les gamins, là. D'ailleurs, j'ai un malheureux qui est décédé parce que un de mes amis d'époque, d'école, il était avec moi, là. Alors, donc, puis on l'a poussé, puis on l'a laissé tomber, quoi. On s'en est plus occupé du tout, quoi. C'est après que j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, quoi. Ah ouais, ouais. Quelle couleur Elle était plutôt marron. D'accord. Plutôt marron, ouais. Marron kaki? C'est ça, marron kaki, ouais, ouais. Et on voyait bien que c'était du bois. Ah ouais, ah ouais, ça se voyait, ah ouais, ouais, ouais. Et il y avait un bout métallique à l'avant. Il me semblait qu'il y avait un bout métallique à l'avant. D'accord. Et puis les ailettes, les ailettes, je me souviens, là. D'accord. Les ailettes étaient métalliques? Étaient métalliques, les ailettes étaient métalliques. Plutôt 50 cm, 60? Bah, une cinquantaine de centimètres quand même, hein. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ça faisait presque une bombe de 50 kilos, à peu près. D'accord. C'est à peu près ça. Ouais, ouais. Et puis j'en ai rencontré d'autres qui m'en ont parlé après, parce qu'au départ j'ai laissé tomber, puisque j'ai allé après au lycée d'Arras et puis à l'école professionnelle. Mais après que je me suis remis dans l'histoire, j'ai commencé à m'intéresser un peu à cette histoire quand j'ai commencé à écrire. C'est là que... Bah oui, sinon j'avais laissé tomber l'histoire. Et finalement, vous n'en avez jamais osé en parler? Jamais osé en parler, non, parce que j'en ai parlé au cours de mes voyages en Angleterre, quoi. Et vous l'avez jamais écrit dessus? Non, jamais. Non, j'ai pas, parce que on m'avait même déconseillé d'écrire ça. Et oui. Alors, ouais, déconseillé. Ah oui, ça c'était vraiment un sujet dérangeant. À qui, oui, bah oui. Mais les Allemands l'ont fait aussi, il paraît. Oui, oui. Ils l'ont fait. Est-ce que d'après vous, c'était des initiatives
de pilotes individuels, indépendants de la hiérarchie, ou c'était des opérations commandées dans le cadre du... Non, pas du tout, non, non. C'était pas commandé, d'après ce mécanicien que son père a raconté, c'était à l'abri de toute... À l'insu de la hiérarchie. À l'insu de la hiérarchie. Peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas contents qu'on en parle. C'est ça. En principe, c'est ça. Ils étaient vexés quand on... Moi, aux archives, j'en ai parlé, là. Parce que j'ai demandé s'il y avait des photos, parce que l'Imperial War Museum, je le connais par cœur. Et là, on mange le midi, et forcément, j'en ai parlé. Alors, ils m'ont ri au nez, quoi, quand j'ai parlé s'ils avaient des photos. Non, ils ont dit que ça n'existait pas. D'accord. Bah ouais. Laurent Bailleul, président de l'association nationale Anciens Aérodromes, une association qui se consacre à l'histoire des aérodromes civils ou militaires de la période des pionniers à nos jours. Dans le cadre de nos études sur les aérodromes de la Seconde Guerre mondiale, nous avons été fréquemment confrontés à des anecdotes sur des largages de bombes en bois sur les parties qui étaient en fait aménagées avec des leurres pour tromper la reconnaissance alliée. Je suis Michel de Grise, je suis né en 1931 à Lille, j'habite les Quintes depuis 1935 et donc depuis ce temps-là je connais un peu l'histoire locale évidemment. En 40 vous aviez 10 ans 9 ans. 9 ans, oui. Et à la Libération vous en aviez... J'avais 13 ans. D'accord. Et alors donc vous avez été témoin, si on peut dire, d'une anecdote à travers votre papa, si c'est vous ça, pouvez nous raconter. C'est ça. Oui, mon père travaillait pour l'entreprise Brice, qui était une entreprise de menuiserie, réquisitionnée par l'armée allemande, et ils ont été chargés de fabriquer des avions qui servaient de leurre pour l'aviation alliée. D'accord, des avions en bois. Oui, des avions en bois. Et le voisin de mon père étant dans la résistance, a certainement été informé par mon père de
de cette fabrication d'avions, et quelque temps après, l'ARF a bombardé donc ces avions avec des bombes à bois. Bon, Ce qui a bien fait rire tout le monde d'ailleurs. alors vous vous souvenez quand votre papa a été au courant de cette affaire? Vous vous souvenez? Oui, ça doit être en 43, mais je ne saurais plus très bien vous dire à quelle époque. Hein. D'accord. Là, en 43, je n'avais que 12 ans, donc mes souvenirs sont un peu confus. Donc votre papa était rentré du terrain d'aviation? Oui, le soir, en revenant du travail, il nous avait annoncé qu'il était tombé des bombes en bois sur des avions en bois. Et dans quel état d'esprit il était quand il a annoncé ça? Oui, c'était une hélicote, hein. D'accord. Il se marrait parce que vraiment c'était tellement amusant de savoir que les Allemands avaient voulu tromper les Anglais et qui est pris, qui voulait prendre a été pris finalement. D'accord. C'était un pied de nez. Oui, c'était camouflé. D'accord. Ok. Ouais. Et donc votre papa avait été informé directement par de ce largage de bombes en bois? Il a vu les bombes en bois et il a été présent lorsque ils ont constaté que ces avions avaient été touchés par ces bombes, quoi. Arsène Dutiel, né à Perron en Mélantois, le 6 août 1926. Moi qui avais 14 ans et demi, ils m'ont envoyé, le maire avait envoyé des convocations. Et le maire, le fermier m'a dit, Arsène, faut que tu vas au champ d'aviation avec un cheval ou deux, et un tombereau. Un matin, je me rappelle que je passais avec les chevaux, et puis j'avais qu'un cheval dans ce temps-là. Et puis j'ai vu un truc comme ça avec un parachute. Mais c'est le parachute qui m'a indiqué de regarder. Et quand j'arrivais là, ils m'ont fait partir. Mais c'était une bombe qu'eux n'avaient pas encore vue. Et c'était une bombe en bois. Ah ouais. Ah ouais, il était marqué bois contre bois. Il était marqué. Ça voulait dire qu'il c'était une bombe sur des avions en bois. Hein, des faux avions. Et elle était vraiment en bois, la bombe? Ah ouais, ça c'est sûr. Quelle dimension? La dimension, elle pouvait faire 1,20 m. Ouais, un truc comme ça. Un mètre, oui. Et puis la forme bien faite, la pointe, et puis et le debout, il y avait un anneau. Il y avait un anneau au bout. Ouais. C'est là que j'étais pas amorcé, quoi. Il n'y avait rien dedans. Ah ouais? Ah. Et quelle était la réaction des Allemands quand ils voyaient qu'on leur avait largué des bombes en bois? Ah ben, ils faisaient pas leur malin parce que ils disaient qu'ils étaient surveillés. Hein. C'était là qu'ils se foutaient de leur gueule. Et ils en ont jeté beaucoup, pas un petit peu tout partout, des bombes en bois. Ah ouais? Moi, il tombe là que je l'ai vu, je n'aurais pas descendu et regardé, ben, je l'aurais pas vu. L'histoire des bombes en bois, vous l'en avez entendu parler ailleurs qu'à l'ECA? Sur d'autres sites? Je sais qu'il en tombé c'était des bombes en bois, mais beaucoup plus petites et beaucoup plus. Ah? Ouais, tu sais. Où? Ah ben, je saurais plus te dire où. Je saurais pas te dire. D'accord. C'était ici peut-être aux alentours, hein, mais... D'accord. Gustave Duchâteau, vous êtes né quand? Le 10 avril 1926. Et en 1940-41, vous travaillez sur le terrain d'aviation de l'ECA? Ouais, j'ai travaillé sur le terrain d'aviation. Les Allemands avaient fait des fausses fermes avec du gaillage et du béton pour mettre les avions dedans et les sortes d'hangars pour pas qu'ils soient bombardés, pour que les Anglais s'en trompent les avions. Alors, plus tard, les Allemands avaient mis des avions en bois, mais pas dans des hangars comme ça dans le terrain d'aviation, pas sur les pistes non plus. Et les Anglais ont venu, et puis il y en a un qui a sûrement repéré, je ne sais pas, et ils ont jeté des bombes en bois. Alors ça m'a été, on a même rigolé de tout ça. C'était devenu un sujet de moquerie. Ah ouais.
Vous en avez vu une de ces bombes en bois? Bah, je les ai vus, ouais, c'était déjà des grosses, hein. C'était des grosses bombes, hein. Quelle couleur elles étaient? Oh, couleur un beau foncé. Ces faux avions étaient placés plutôt sur Entière, sur Anchemont, sur Frotin, à quel endroit? Il y en avait un peu, ils en ont mis un peu partout. Il y en avait une à Entière, une à l'Équin, à Frotin. Et c'était des maquettes plutôt de bombardiers ou de chasseurs? Oh, ils n'étaient pas tellement des grands, vous savez, c'était plutôt des chasseurs. Émile Gaudry, vous aviez quel âge en 1940? 12 ans. À l'occasion de la durée de cette guerre, vous avez été au courant d'une anecdote étonnante, à savoir que les Allemands avaient installé de faux avions. Ah oui, en bois. Alors, vous pouvez raconter ça. À quel endroit ils avaient installé ça? Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait sur la route de Grandeville. C'était un chasseur bombardier. Il y en avait au Fort de Frontin. Il y en avait plusieurs sur le terrain d'aviation. Et ça, il y en a eu presque jusqu'au Temple-Mère. Je suis sûr qu'il y en a eu une vingtaine. Des avions en bois. En bois, toile et bois. Et donc l'objectif de ces avions, c'était de tromper... Oui, tromper les chasseurs anglais. Hein. Mais ils sont venus plus tard jeter des bombes en bois. Bois pour bois. Alors il était écrit en quelle langue? En français et en anglais. Et en allemand. D'accord. Ouais. Et alors ces bombes, quel effet ça a eu quand dans la population? C'est démoralisation des Allemands. Et alors vous disiez quand vous étiez gamin, les enfants de l'Équin, quand il y a eu cette histoire de bombes en bois, et ils se baladaient dans les rues et ils écrivaient des choses sur les murs, c'est ça? Vous pouvez raconter? Oui. B. C'est-à-dire? Bois pour bois. Et vous écriviez ça? C'était un B à la craie, un trait et un B. Sur les murs, vous écriviez ça? Ouais, sur les camions allemands. Pour se moquer des Allemands? Ouais. Parce qu'on l'a passé tout de suite que c'était des bombes. Parce que les Allemands, ils avaient fait courir le bruit au début, que les bombes anglaises, ils n'explosaient pas. Parce qu'il y avait combien, peut-être 500 ouvriers belges, français et autres, qui travaillaient sur le terrain. Ils ont bombardé au matin. Oui. Et à midi, tous les gars savaient qu'il y avait des bombes en bois. D'accord. Donc il y en a eu plus qu'une de larguée, il y en a eu plusieurs. Ah, il y en a eu plusieurs, oui. D'accord. Oui. Ou alors ils jetaient des tracts, on les ramassait, on les mettait en dessous des portes. D'accord. Assez pour faire fusiller le papa. Il a risqué plusieurs fois sa vie, votre père. Votre papa a risqué sa vie plusieurs fois avec vous? Oui, mais il ne savait pas tout, heureusement, au moment où il le cachait. Ah ouais. Et vous étiez adolescent? Oui. Et vous alliez jouer du côté du Fort de Frontin. Et là, il y avait des avions en bois? Il y en avait un chasseur bombardier. Après, il y en avait, en face, il y avait un bâtiment qui a été rasé. Il y en avait un là aussi. Après, il y en avait le long du bois du bois d'Anchemont. Ben, c'était une ferme à l'époque. Il y en avait plusieurs. Après, il y en avait quelques-uns pas loin des pistes. Oh, mais c'était bien foutu, loin. C'était un vrai. En couleur, tout. Oh, c'était bien fait. Hein. Quand on s'était vu avec la télévision France 3, vous aviez décrit que dans des champs de pommes de terre, vous en aviez vu des bombes en bois, ouais, qui avaient des formes de bouteilles de bière. Oui, c'est vrai. Donc c'était des petites bombes en bois alors. Il y en avait deux sortes. Hein.
Un peu plus grosses. Ouais. Les plus grosses, disons, ils étaient comme ça. Mais les autres, c'était des canettes, on disait. D'accord. Les Anglais jettent des canettes aux Allemands parce qu'ils ont soif. Et c'était des canettes en bois. En bois. Ça, c'est intéressant, alors. Ouais. Des petites bombes. Ouais. Moi, j'en ai eu une longtemps à la maison. Et quand papa l'a découvert, mes fesses, j'ai été un moment sans m'asseoir. Une bombe en bois. Ouais. Je lui disais, papa, c'est du bois, c'est du bois. C'est pour des jouets pour les enfants allemands, pour Noël. Lui, il savait bien que c'était du camouflage. Il faut dire au départ que les jeunes d'Ablain, surtout les jeunes cultivateurs, avaient été requis pour le STO, mais maintenus en France pour la bonne raison que les Allemands avaient besoin de chariots et d'hommes pour les travaux qu'ils effectuaient sur le terrain d'aviation. Les avions partaient de l'Équin, les Anglais revenaient leur rendre l'appareil. Il fallait donc se protéger. À un moment donné, une escadrille de Volbulk, vraiment les derniers appareils à l'époque, sont arrivés à l'Équin et ils étaient prévus justement pour aller assaisonner Londres et sa banlieue. Et au lieu de mettre ces avions en sûreté dans ces abris, ils les ont stationnés un peu plus loin sous des voiles, sous pas des bâches, mais du camouflage, des bâches de camouflage. Et devant chacun de ces abris, ils ont installé un avion exact, à peu près copie conforme, tout au moins pour le voir du ciel, en bois. Et quelle n'a pas été la surprise de savoir que le lendemain, les Anglais étaient venus bombarder comme les Allemands s'y attendaient, mais avec des bombes en bois, qui étaient mentionnées d'ailleurs dessus, bois pour bois. Un jour, les fermiers sont revenus avec leurs tombereaux et il y a eu une effervescence dans le hameau. Donc nous sommes courus, comme on faisait d'habitude d'ailleurs au retour de ces gens. Et alors là, c'était la grosse rigolade et ils nous ont exhibé justement une de ces fameuses bombes en bois qu'ils avaient ramenées, qu'ils avaient récupérées. Et à ce moment-là, mon père est arrivé et là, il a été stupéfait parce que lui n'y croyait pas du tout aux bombes en bois. Et alors quand il a vu ça, il a dû se rendre à l'évidence, mais il les a engueulés. Il a dit, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas fou d'avoir ramené ça du terrain d'aviation. Rendez-vous compte si les Allemands vous avaient vu et si jamais ils les ont repérés aussi puis qu'ils se rendent compte qu'il en manque une, il va y avoir des recherches, on va tous se faire fusiller, là il ne faut pas. Et il a convenu avec eux, parce que dans le temps, dans les fermes, il y avait le fumier au milieu de la ferme. Donc de reculer, d'ouvrir le fumier, la bombe en bois a été placée au milieu et on a remis le fumier. Et la bombe en bois a fini par disparaître, elle a fini ses jours là. Alors c'était une bombe qui faisait certainement 80 cm de haut. À peu près comme ça. Il y avait l'ogive qui était en métal, en acier certainement, et il y avait deux, si je me souviens bien, deux cercles dessus, à peu près un tiers et au deuxième tiers. Certainement pour l'amarrage de ces bombes. Si je me souviens bien, les ailettes étaient carrées et la protection, le carter de protection devait être plutôt carré également. Cette anecdote est apparue
À un moment où l'armée américaine était engagée dans la bataille. C'est exact. C'est exact. Oui. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et c'était quand même vers la fin de la guerre, hein, pas au début. D'accord. Donc ça peut laisser une présomption que c'était plus l'armée de l'air américaine impliquée. C'est possible. D'accord. Je pense que oui, c'était plus l'armée américaine qu'anglaise. Les bombes en bois ont donc bien existé, et il suffisait de chercher un peu pour les retrouver. Les témoins de leur largage aussi ne demandaient qu'à être rencontrés. De grosses bombes lâchées avec un parachute, de petites d'entraînement larguées à la volée, des empennages cylindriques de conception britannique, des ailettes carrées pour d'autres d'origine américaine. Qui était derrière ces largages? Gilles Billion, secrétaire, archiviste, historien de l'association, est la cheville ouvrière de la restauration d'un Lancaster. Né en 1960, cet ancien militaire, spécialiste sur l'aéronautique Seconde Guerre mondiale, avait rencontré, dans le cadre de la restauration du Lancaster, des anciens du 54e Squadron, avec lesquels il avait pu évoquer l'affaire des bombes en bois. Une anecdote à laquelle il avait été confronté à plusieurs reprises dans ses recherches. Il s'avère que les Anglais, ils avaient des bombes d'exercice qui étaient en bois. C'est-à-dire c'est des bombes de manipulation qui servaient seulement à monter des bombes dans la soute à bombe et de manière à ce que les mécaniciens novices s'entraînent. Le témoignage de Byron Cuiche va être conforté par celui d'un bénévole de l'association des ailes anciennes au Bourget. Ils s'amusaient à en laisser une ou deux dans les bombes qu'ils larguaient sur les Allemands avec des inscriptions dessus. Ouais. Alors cette source c'était où? C'était le Squadron 54 et quand ils bombardaient des positions aussi bien en zone occupée par les Allemands qu'en Allemagne. Ça dépendait des missions et ils avaient l'idée qu'il y avait de la place dans la soupe de mettre une ou deux bombes en bois pour s'en débarrasser et en même temps éviter des entraînements un petit peu fastidieux. Et ce témoignage, tu l'avais eu où, à quelle occasion? J'avais eu l'occasion à une réunion d'anciens des embarquements sur l'aérodrome d'Esquerby en Angleterre, là où il y a l'excellente WU-15 de l'aéronaval français qui a été donnée aux Anglais. C'était en quelle année? Années 90, milieu 90. Et c'était des vétérans qui te racontent? C'est des vétérans, voilà. Le mécanicien ou pilote? Alors, celui qui m'a raconté l'histoire, c'était un armurier. Donc, personnel au sol, détaché sur l'avion pour la maintenance de l'appareil et en même temps pour tout ce qui était le chargement des bombes. Voilà. C'est le seul témoignage que tu as connu sur cette affaire? C'est le seul que j'ai connu avec cet humour-là. Beaucoup d'autres, 3 ou 4 autres, m'ont seulement dit que c'était pour de l'exercice et que c'était des exercices qui les énervaient, ils ne voyaient pas l'utilité. De larguer des bombes ou de les manipuler? De les manipuler, l'entraînement. Tu m'avais pas dit qu'ils en avaient beaucoup qui les encombraient? Oui, il y avait un stock considérable sur les aérodromes, puisque leur m'expliquait qu'ils faisaient très régulièrement des exercices de manipulation. Et j'ai même ouï dire par un des anciens que la bombe de 10 tonnes, ils avaient une réplique en bois justement pour pouvoir s'entraîner à la manipulation et la mise en place de cette bombe relativement importante sur le Lancaster. Donc c'était des bombes en bois lestées alors? Lestées. Comme je te l'ai présenté, au niveau des obus, des bombes, on a beaucoup d'engins explosifs de manipulation pour entraînement qui sont en bois. Ce qui semble être une monnaie courante dans beaucoup d'armées. Comme tu as pu le voir, l'obus de 90 anti-aérien en bois, lesté au laiton, qui permettait de s'entraîner à manipuler sans avoir la dangerosité de l'explosif. Né à Doullens en 1943, Jean-Pierre Dusselier est l'auteur de plusieurs ouvrages très documentés sur la guerre aérienne dans le nord de la France durant la Seconde Guerre mondiale. En octobre 2016, ce dernier me signala qu'il avait retrouvé dans les microfilms des archives de la 9e Air Force des rapports de mission, de bombardement, indiquant
en date du 2 juin 1944, des largages de bombes d'exercice sur les sites des batteries côtières de Camier, d'Épreville et d'Hermanville en Normandie. Au départ des bases d'Hastings, de Brighton et de Littlehampton en Angleterre, ce sont respectivement les maraudeurs du 397e Bomber Group qui larguèrent 16 bombes d'exercice sur le site de Camier dans le Pas-de-Calais. Ceux du 387e Bomber Group en avaient lâché 24 sur Épreville en Seine-Maritime. Et enfin, ceux du 323e Bomber Group avaient largué pas moins de 36 bombes d'exercice sur Hermanville-sur-Mer dans le Calvados. Des largages qui étaient à chaque fois accompagnés par de réels bombardements aux explosifs sur les sites actifs, comme en témoignent les rapports de mission. Mon père dirigeait un maquis qui s'appelait le maquis du Beauceron dans le nord du Var, qui était un maquis FTP, et qui coupait les arrières de la Waffen-SS qui défendait la Provence et la montée sur la vallée du Rhône, des gens et des alliés qui avaient débarqué à Audramont le 15 août 1944. Et il s'est donc passé la chose suivante, c'est que les Allemands avaient fabriqué des batteries de canons en bois, ils avaient fabriqué des chars en bois, et finalement les pilotes au leur, ils ont répondu par un autre. C'est-à-dire qu'ils leur ont envoyé des bombes en bois. Ils leur ont envoyé des bombes. Et ça, votre père en avait été... Mon père, il en avait même amené une à la maison. Vous l'avez toujours? Ah non, malheureusement, c'est le temps. Elle ressemblait à quoi? Oh, c'était quelque chose de... C'était un engin de 80 cm de haut, quoi. Et moi, je sais que j'en ai vu une, mon père m'avait montré, moi, ça m'a fait rigoler, quoi. Mais moi, je suis né en 1939, vous vous rendez compte, ça se passait en 1944, j'avais 5 ans. C'est un souvenir très vague pour moi. Il l'a gardé longtemps, cette bombe? Ah, j'en sais rien, mais je sais qu'il l'avait, et puis beaucoup de gens venaient la voir, quoi. Est-ce qu'il y avait des ailerons à l'arrière? Non. Non, empennage? Non. Ça donnait l'impression d'être artisanal ou industriel? Ça donnait l'impression plutôt d'être industriel, pas artisanal. Quelle couleur? Marron noir, des bombes. Et il y avait quelque chose de marqué dessus? Oui, très certainement, il y avait quelque chose, mais alors là, je ne me souviens pas de ce genre de choses. Parce que ça a été tout de suite, alors, voilà, on ne comprend pas bien, c'est tout de suite enlevé de la circulation. Les deux leurs. Les leurs allemands et les leurs des alliés. Comme si c'était un sujet dérangeant. Peut-être, pour certains, peut-être. Peut-être, et on ne peut pas dire que... Vous savez, c'est des choses qui, dans une guerre aussi féroce que celle-là, ont dû exister d'une façon multiplicative dans le monde entier, ce genre de choses. Und so ist es auch Ende Oktober gewesen, allgemeine Einflugmeldungen. Wir haben unsere Hindernisbefeuerung eingestellt. Wir haben keine Maschinen mehr bewegt, circa 10 Maschinen höchstens. Nur Sperrholz und Segeltuch mit Spannlack. Aber bei uns hat sich absolut nichts getan, es hat nur mal kurz gebrummt. Und als es hell wurde, und wir zaghaft nach draußen gingen, man musste ja immer mit Blindgängern, mit Zeitzünder und dergleichen rechnen, dann gingen unsere Augen über, da lagen aus bestem Material, Holz, Hartholz, gedrechselt, einige Bomben, ich würde sagen zwischen 6 und 10 Stück vielleicht. Da stand drauf, Wood for Wood. Holz gehört zu Holz. Lors de cette rencontre, Werner Thiel nous rapporta une anecdote très intéressante. Quand il fit sa formation de pilote à Schweinfurt, les anciens racontaient
que la Luftwaffe avait largué des bombes en bois sur des leurres britanniques dans le sud de l'Angleterre. Une anecdote qui va être curieusement confirmée par une personnalité de la Royal Air Force. People often ask me about my stepfather, Lord Dowding, because perhaps I'm the only person still alive who really knew him well. I was born just before the Second World War, something which many people do not remember these days. And this book, Silk Sheen, is the story of East Kirkby, where it is proved that a wooden bomb was dropped. The story really starts, for this film, about East Kirkby Aerodrome, the home of 57 and 630 Squadron. And that is where it was originally a dummy aerodrome. And one of those strange wooden bombs was dropped by the Germans to show that they knew that the aeroplanes were wooden aeroplanes and it was not a real airfield. It wasn't until the 15th of November 1943 that 630 Squadron was formed as the B Squadron of 57 Squadron, and my father moved there to fly Lancasters. The code name for the RT, or the radio telephone for incoming aircraft, for East Kirkby was Silk Sheen. And it is here where one of those wooden bombs was dropped. Now it is my theory that perhaps it was the reconnaissance aircraft flying over to take photographs that they realized that these aeroplanes did not move. They were dummy aeroplanes, and so they dropped a dummy wooden bomb to show the British that they knew they had not been tricked. But the Allied forces were also playing the same psychological game. Alors, Monsieur Merlier, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste rappeler qui vous êtes, votre date de naissance? Ouais, c'est le 12 février 1921. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez aujourd'hui 89 ans. 89, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, pendant la guerre, si vous pouvez nous raconter votre histoire, ce que vous faisiez. Ouais, pendant la guerre, j'avais 19 ans, et alors forcément, j'ai pas parti tout de suite. Hein. On a été appelés à partir, les Allemands, on a été envahis par les Allemands, 2 ans. Et puis après, là, c'est là qu'on a commencé pour récupérer, il fallait des ouvriers en Allemagne. Ouais. À ce moment-là, je dis, à ce moment-là, c'était le moment de s'embaucher ici pour pas partir en Allemagne. Alors, c'est là que j'ai décidé de me faire travailler ici, sur place, pour pas partir, quoi, en Allemagne. Votre papa faisait quel métier? Ah, il était fermier aussi, hein, d'accord. Livreur, ouais. Lui, il avait fait la guerre déjà. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands après de fin? Au départ, j'étais plutôt j'étais plutôt des sous-officiers. Un centre? Ouais, c'était une école de sous-officiers qui sortait sergent. Mais alors, là, c'était dur pour voilà. Ouais. Puis après, ils sont mis à construire ces casernes, ils ont été construits dans un an. Et après, ils ont construit ce fameux radar, là. Ouais. Frayeur Mammouth. Frayeur, Mammouth, là. Il servait à quoi, ce radar? Ouais, il servait pour d'abord voir arriver les avions, déjà. Puis donner l'alerte. Ouais. Et alors, c'est à l'occasion de la construction de ce centre de radar qu'ils vont créer un faux
Radar en bois. Voilà, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? C'est ça, ouais. Du coup, après, ils en ont fait 3. 3? 3. Ouais. Un grand rail que celui-là qui était construit déjà. Et puis 2 autres, on appelait des paniers salades, mais c'était pas ça, hein. C'était des petits radars, mais déjà c'est grand tout de même, hein. Ouais. À imiter par elle, hein. Ils l'ont fait aussi, ici. Des réels, mais là c'était des faux. Ils ont fait 2 faux paniers, puis un grand cadre, ouais. En bois. En bois, tout en bois, là. Alors, Monsieur Merlier, là, vous nous présentez un plan que vous avez fait, pratiquement à l'époque, hein, de la base des Allemands. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce que ça représentait en gros? Ça représentait d'abord les casernes, là. Ouais. Puis ensuite, le radar, le vrai radar, là. Le mammouth, là, qu'on appelle. Frayard, hein, ouais. Ouais, il n'a jamais bien marché. Pourquoi? Il était mitraillé, hein. Tous les 2 jours, il y avait les Anglais venaient les mitrailler. Ça n'a jamais bien marché. Pour définir après, et du coup, ils ont fait des faux là pour faire voir que. Pour les tromper. Pour les tromper, puis ça n'a pas marché non plus. Non. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Ils ne bombardaient pas? Ah non, on n'a pas bombardé. Ils ont venu le survoler avec un petit coucou. Hein, un petit avion anglais. Un coup matin, justement, j'y étais, là, sur mon champ, en train de labourer, ça va. Et l'avion, on l'entendait pas, c'était un petit avion anglais, il prenait des photos. Et puis, peut-être 2-3 jours après, j'arrivais à mon champ, puis je vois pas des petites bombes comme ça à terre, là. On se demandait même ce que c'était, mais on a bien vu que c'était des bombes. Hein. Ouais, c'était des petites bombes en bois qui avaient été jetées. D'accord. Ouais. Des bombes en bois qui avaient été jetées par l'appareil. Après, j'ai ce coucou là qui est passé. 2-3 jours après, c'est là qui ont jeté ces bombes là. Et alors, vous avez même noté les impacts des bombes en bois. Ouais, j'étais pas loin, j'étais tout près des pieds. Hein. Oh, non. Il y en avait moi, c'est 5-6, ouais. 5-6 bombes en bois qui étaient tombées autour des faux radars en bois. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et pour vous, c'était ce petit avion anglais qui venait survoler régulièrement. Voilà, qui a pris des photos, puis après, pour définir, ils ont dit, c'est faux, alors. On va jeter les bombes en bois. Voilà, alors, je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai retrouvées, notamment celle-ci, qui n'a plus son aileron arrière, qui est une de ces bombes en bois d'avion de reconnaissance. Les bombes que vous aviez vues ressemblaient à ça? Ouais, c'était ça, mais un peu plus long. Peut-être 50. Hein. D'accord, donc c'était le modèle d'au-dessus. C'était des bombes fumigènes. Ouais. Alors, est-ce que l'aileron qui était à l'arrière, selon vous, était carré ou il était plutôt circulaire, cylindrique? C'était plutôt rond. Plutôt rond? Oh, ouais. D'accord. Ouais. Ce qui est le modèle anglais, effectivement. J'en ai ramassé quelques-uns, puis après, pour définir, on les a laissés sur place. Vous les aviez ramassés? Ouais, je les ai touchés, mais... Ils avaient cet aspect-là? Ah ouais, un peu plus long? Ouais, un peu plus long, 50 moins. Et c'était léger aussi, comme ça? Ouais, aussi, là. D'accord. Ouais, ils n'étaient pas entrés dans le terre, d'ailleurs. D'accord. Ils ont testé fort bon, hein, pour moi. D'accord. Ouais. C'est pour dissimuler, hein, pour un moquerie, quoi. D'accord. Pour se moquer des Allemands. J'ai bien compris tout de suite, hein, c'était ça. Vétéran de l'escadrille Navarre, ancien pilote de chasse puis d'essai, Alfred Paravi connaissait l'anecdote des bombes en bois, notamment pour avoir côtoyé un collègue formateur à Mont-de-Marsan, vétéran lui aussi,
qui aimait raconter cette histoire aux jeunes appelés en formation. Marche, donc c'est plus tard. Voilà. Il est 16h et rapidement, ordres sont donnés parce que pour que le repas soit avancé de 2 heures. Le gros du détachement a compris et cet état se manifeste par une explosion de joie. Cette anecdote des bombes en bois, oui. dont vous m'aviez dit que vous aviez entendu parler de cette histoire, et je voulais avoir un peu votre sentiment en tant qu'ancien pilote sur ces anecdotes de dérision, d'humour, de moquerie sur l'ennemi pendant la guerre. Ben oui, j'en avais entendu parler, mais je disais, bon, il reste ce côté un peu anodin. Je comprends que les armées se moquent l'une de l'autre. Ça fait partie des règles en guerre. Hein. Quand aller vexer l'autre, c'est une bonne guerre, disons. Alors, oui, mais j'imagine que quand ils ont reçu des bombes en bois, ils ont dû être vexés, quoi. Bon, voilà. Oui, surtout les Allemands. Les armes de guerre sont multiples. Pour ceux qui auraient quelques doutes à concevoir qu'un pilote puisse s'affranchir de la hiérarchie militaire pour mener une opération pour le sourire, une anecdote éclairera le propos. En octobre 1965, en pleine guerre du Vietnam, le pilote Clarence Stoddart, aux commandes d'un Skyraider, décolla du porte-avions USS Midway pour aller larguer une bombe très spéciale sur une cible du Nord-Vietnam. Il s'agissait d'une cuvette de WC. Une cuvette endommagée qui devait être jetée à la mer et que le pilote avait récupérée. Des armuriers avaient confectionné un support pour le fixer sur le rack. Lorsque l'avion roula doucement jusqu'à la catapulte, des contrôleurs s'arrangèrent pour masquer le champ de vision du Pacha sur la passerelle de commandement. Quand le largage s'effectua sur une zone de front, l'appui aérien au sol, hilar, n'en croyait pas ses yeux. Quand le WC se détacha, il se retourna face au vent et faillit frapper l'avion, puis il siffla tout au long de sa chute. Une anecdote de guerre qui aurait probablement été jugée plus tard par des spécialistes comme techniquement impossible, militairement impensable et moralement injustifiable, s'il n'y avait eu des photos et un film pour attester la réalité de ce haut fait militaire. Des bombes d'exercice chargées sur des bombardiers par des armuriers qui voulaient s'en débarrasser, des bombes fumigènes larguées occasionnellement par des appareils de reconnaissance qui en étaient dotés, des initiatives individuelles de jeunes pilotes qui recouraient à l'humour face à l'horreur de la guerre, des pratiques non officielles auxquelles se seraient livrés les belligérants de toute nation pour se moquer de l'adversaire, ou bien des actions savamment orchestrées dans le cadre d'une guerre psychologique. Churchill, qui adorait raconter l'anecdote des bombes en bois, avait créé le SEE, une unité très spéciale pour mener des opérations secrètes, voire interdites, en matière de renseignement, de sabotage et de propagande. Ce en étroite liaison avec les réseaux de résistance. Un service tellement secret que son existence était inconnue des services officiels de l'armée britannique. Ces 13 000 agents étaient liés par un serment de confidentialité à vie, et le SEE fut dissous en janvier 1946, après que ses archives aient accidentellement brûlé à la fin 1945. La piste du SEE allait rencontrer un regain de crédibilité suite à une rencontre avec un spécialiste du débarquement en Normandie. C'est de façon fortuite, en étant un jour chez un cultivateur qui me parlait de sa guerre par rapport au Canada, à ce qu'il avait vécu, à son action dans la résistance, que, en me montrant des objets, dans un coin oublié d'une grange, je suis tombé sur ce genre de morceaux de bois, en plus ou moins bon état, plus ou moins éclatés, et qui étaient mélangés avec des caisses à munitions. Tout cela avait été mis dans un coin, destiné à faire du feu, et plus ou moins oublié. Donc en posant la question à mon ami, mais qu'est-ce que c'est que ces ogives en bois? Il y en avait 4 ou 5, avec des cylindres en balsa, détériorés.
Il m'a dit, mais tout ça, tu sais pas ce que c'est les bombes des Anglais qui étaient lancées sur le champ d'aviation de Malto. Malto, c'est à 10 km au sud-ouest de Caen. Et ce champ d'aviation qui avait des avions en bois a été bombardé avec des bombes en bois. Ah bon? Mais c'était quand? Comment ça s'est passé? Comment se fait-il que tu aies récupéré tout ça? Eh bien parce que papa était le chef de la résistance locale, ils ont su que les Anglais avaient envoyé des bombes en bois, car des soldats allemands, qui ne s'en vantaient pas, se sont mis à brûler toutes ces bombes en bois, mais il y en avait vraiment beaucoup, il y en avait au moins une centaine, me dit-il, et certaines ont été oubliées dans le feu ou n'ont pas complètement brûlé, et quand ces Allemands ont dégagé, eh bien, les locaux, les cultivateurs, etc., ont vraiment récupéré tout ce qu'ils pouvaient sur ce champ d'aviation fictif allemand, et c'était des morceaux d'avion en bois, et puis des cylindres de bombes qui étaient donc restés dans un petit coin de l'aérodrome. Mais on a récupéré tout ça, non pas dans un souci historique, mais dans le but de s'en servir pour faire du feu. Et donc c'est une ogive là, si vous pouvez nous la montrer. Donc ça c'est l'ogive antérieure d'une bombe en bois qui avait donc un fuselage en balsa cylindrique qui venait sûrement se clipser à cet endroit. Mon ami Thierry Ollier-Larousse me disait qu'il y avait aussi des ailettes au bout, mais tout ça a été complètement détérioré. Ça n'a pas suivi jusqu'à 2012, et je vous parle de ça dans les années 70. Et il y avait aussi des tubes en verre, donc les tubes en verre étaient cassés, plus ou moins, un tube en verre d'une dizaine de centimètres, l'équivalent du trou qui se présente devant la caméra, et c'est vous qui le dites, moi je ne le sais pas, mais qui contenait en effet un liquide plus ou moins laiteux et opalescent. Je me souviens en avoir vu un que j'ai cassé malencontreusement moi-même, mais qui n'a pas fumé pour autant. Donc il y avait en effet des tubes en verre. Ce n'était pas du plastique, c'était du verre, car j'en ai encore un quelque part, un de ces tubes. Alors voilà, c'est quelque chose qui correspond à une sauvegarde fortuite d'un objet insolite qui faisait partie d'un engin de la guerre psychologique des Anglais, bombarder des avions en bois avec des bombes en bois. Et en 1970-72, en enquêtant chez mon ami Thierry Ollier-Larousse, je faisais une découverte, je ne savais pas qu'il y avait eu donc à Malto. Et puis on m'a confirmé ça après sur le secteur de Rouvres, au nord-est de Falaise. Là aussi, enquêtant pour le souvenir de la bataille des Canadiens au mois d'août 1944, on m'a dit, mais avant ce fait, notre commune avait aussi un autre point d'intérêt pour vous, intéressé par l'histoire, c'était l'aérodrome allemand, avec, en 1942, ça a duré quelques mois, paraît-il, sur une piste qui était entretenue, qui était tondue régulièrement, l'herbe était coupée, il y avait quelques avions en bois qui étaient dispersés en bordure d'une forêt sur Rouvres, Estrée-la-Campagne. Par la suite, vous allez rencontrer un flight officer canadien. Oui. De nouveau, vous parlez de cette histoire. Charles Spencer. D'accord. Et donc lui, en discutant avec vous, je crois qu'il vous a offert un objet qui lui était cher, puisqu'il vous a offert son uniforme. Oui, c'était la vareuse qu'il portait à l'époque et qui lui avait été renvoyée au Canada depuis l'Angleterre, après la guerre. Les affaires qu'il n'avait pas pu récupérer, qui ont été renvoyées donc dans sa famille au Canada. Et quand il est revenu en 1979, une première fois, puis en 1984, puis en 1989, donc nous avons eu l'occasion d'avoir beaucoup d'entretiens, de discussions et de revoir beaucoup de ces résistants de l'époque. C'est au cours de ces multiples entretiens que vous avez eu l'occasion d'aborder la question de la guerre psychologique. Ouais. Et donc lui, vous avez à l'époque expliqué que dans le cadre de ces missions de tirailleurs, de tireur arrière, c'est ça de mitrailleur de queue. Mitrailleur de queue, pardon. Sur quel type d'appareil? C'était un Whitley, un bombardier bimoteur
d'un modèle ancien qui devait commencer à être périmé en 1942 et qui a été réservé donc au largage d'agents spéciaux du SOE notamment britannique au-dessus de la France ou de la Belgique et au largage de tracts. Donc c'était des appareils réservés aux opérations spéciales. Et c'est dans le cadre de ces opérations spéciales qu'il vous a évoqué la possibilité que des bombes en bois aient été larguées sur de faux terrains. Il était à l'escadron 38 de la Royal Air Force et il s'agissait en effet de l'escadron 138 qui faisait des opérations clandestines avec des Lysander, des Hudson bimoteurs. Ils atterrissaient avec ça et avec donc ces Whitley pour faire le parachutage d'agents par une trappe qui était au milieu du fuselage, en bas. On sautait directement par cette trappe ronde. Et c'est par cette trappe ronde-là aussi qu'à la main, on envoyait des paquets de tracts qui s'ouvraient, paraît-il, plus ou moins, puisque certaines personnes ont récupéré des paquets complets de ces tracts qui étaient compactés, vraiment très, très serrés, et qui ne s'ouvraient pas. D'accord. Et c'est dans le cadre donc de ces missions de largage un peu atypiques que cet officier avait été amené à quelques reprises de larguer des projectiles cartonneux ou en bois sans trop avoir des cylindres. Des cylindres, ouais. Cartonneux ou en bois. Et il y en avait 6 sanglés et son rôle c'était, avant de les mettre par le trou, de couper la corde qui les reliait tous les 6. D'accord. Et après ça partait par groupe de 6 à une vitesse de 185 nœuds. Ça allait pas vite ces avions-là, c'était justement des avions qui volaient très peu vite et qui avaient donc une vitesse de décrochage suffisamment basse pour pouvoir parachuter relativement précisément des agents clandestins, français ou anglais ou canadiens. Ou des objets. Ou des objets, bien sûr. Ou des conteneurs. Ils ont aussi fait du parachutage de conteneurs. Certains de ses collègues aviateurs avaient eu l'occasion, sur le centre de la France, de taper sur pas des aérodromes, par contre, ça devait être des concentrations de matériel ou de troupes allemandes dans la région de Limoges, Angers et Le Mans. Et tout ça, c'était avant le débarquement. Donc je pense que les Allemands probablement avaient aussi des endroits qui étaient camouflés avec des filets, avec des décors, et que les Alliés, pour montrer qu'on ne la leur faisait pas, répliquaient eux aussi à ces décors par d'autres missiles plus ou moins inoffensifs et effectifs, mais quand on prend ça sur la tête, ça peut faire très mal aussi. Hein. Donc finalement, c'est quelque chose qui a existé, le bombardement de positions allemandes pour le débarquement, des positions d'artillerie. J'ai su que des positions d'artillerie qui était dans le secteur de Kinéville à Barfleur, donc sur le nord-est du Cotentin. C'était des fausses batteries allemandes avec des faux canons et des vaches en bois qui étaient dispersées autour. Et cela aussi, juste avant le débarquement, a été attaqué avec des fumigènes. Là, je ne parle pas de bombes en bois, etc. Mais on m'a rapporté cette affaire de batteries parties en fumée, tout simplement des faux canons attaqués avec des fumigènes. Vous savez que certains fumigènes étaient des bombes en bois. Ah ben peut-être, ça je ne savais pas. Non. Fabrication américaine. Ah oui. Vous aviez pu lui montrer à l'époque l'ogive en bois de Malto? Alors, il connaissait ça, puisque c'est par Thierry Ollier-Larousse, mon ami dont je vous parlais, qui détenait ces choses-là chez lui, que j'avais rencontré Spencer, et il n'était pas du tout étonné de voir tous ces morceaux de bois, etc. Donc celui-ci est le seul survivant, parce que tout le reste a disparu, et
il considérait ça avec mépris en disant on aurait mieux fait de leur balancer des vraies choses plutôt que ce genre de choses qu'on nous disait d'envoyer et on se demandait bien pourquoi. Je pense que les aviateurs de l'époque ne comprenaient pas pourquoi envoyer du faux quand on avait du vrai. Ça les dépassait complètement. La dimension guerre psychologique ne les séduisait pas. Ils pensaient que c'était du temps et des risques pour rien. Pour rien. Du temps perdu et des risques pour rien. D'accord. Et surtout se faire abattre dans ces conditions-là. Et à chaque fois que les civils ont mentionné ce genre d'opération, bombes en bois, avions en bois, c'était toujours mélangé à des tirs. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un mitraillage ou un bombardement, pas très important, mais on envoyait aussi du vrai et on n'envoyait pas que des leurres. Jamais. Bon, surtout des mitraillages, beaucoup de mitraillages. Et lui, en tant que mitrailleur de queue sur Whitley, très souvent, après les largages de tracts, faisait très souvent des passes, c'était la nuit, hein, donc sur des secteurs militaires allemands, donc quand il volait au-dessus de Caen, il envoyait quelques rafales toujours sur la gare, etc., histoire je pense, de se détendre aussi, parce qu'il détestait ce genre d'opération où ils risquaient leur vie pour quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Dans le cadre des opérations de démoralisation de l'ennemi et de soutien au moral des populations occupées, des archives retrouvées à l'UPC, Underground Propaganda Committee, indiquent, en date du 14 janvier 1941, qu'ils avaient envisagé de communiquer sur un faux aérodrome allemand de Normandie, bombardé par des bombes en bois anglaises. Mais le même document indique juste après que le service avait renoncé, je cite, afin de protéger les sources d'information. Les sources d'information. Ce qui pouvait être vrai en janvier 1941, l'était-il encore en 1943 et 1944, quand les leurres de terrain allemands pourrissaient au soleil ou sous la pluie? Si nous procédons par élimination, des réponses se dégagent. Les bombes en bois ont existé, et leur largage, une réalité historique, factuelle. La RAF ne l'a jamais reconnu, car ils ne l'ont jamais officiellement fait. Donc, il s'agissait d'initiatives individuelles de pilotes, ou d'actions menées sous couvert de SOE.